Bonjour à tous, merci d'être venus à cette présentation. Ça fait super plaisir de se retrouver devant des gens après autant de temps, donc je vais essayer d'en profiter même si je suis un petit peu stressé. Donc voilà, si je bafouille, c'est normal. Euh, donc vous êtes là pour, si vous n'êtes pas trompé de salle, pour The Sound of Silence, des API web pour l'accessibilité des déficiences visuelles et auditives. Alors avant de commencer, je vais déjà vous avouer quelque chose. Je suis quelqu'un de privilégié. Je suis un homme, je suis blanc. En tant que développeur dans la tech, j'ai un salaire plutôt confortable par rapport au reste de la population, et je n'ai pas de handicap. Alors, c'est bien, je ne vais pas m'en plaindre, mais le souci, c'est que quand on est privilégié, on n'en a pas forcément conscience. Et quand j'ai démarré dans le développement web, l'accessibilité, c'était pas du tout ma priorité. Et pourtant, en commençant à en entendre parler petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que l'accessibilité, c'est quelque chose de très important parce que ça va nous concerner tous. Et l'innovation dans ce domaine est régulière et c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Et donc, pour parler d'accessibilité, on va déjà reprendre les bases. Qu'est-ce qu'une déficience? Selon Wikipédia, c'est une perte de substance ou altération définitive ou provisoire d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Vous avez compris, j'espère. Dans les faits, voilà à quoi ça correspond. Si on prend ce graphe qui est tiré de la documentation Microsoft, on va trouver trois types de déficiences. Des déficiences permanentes, temporaires et situationnelles. Et celles-ci vont se découper en quatre catégories: le toucher, la vue, l'audition et l'élocution. Si on prend un exemple, on va voir une personne aveugle. C'est souvent ce qu'on pense en premier quand on parle d'accessibilité visuelle. C'est une personne aveugle qui ne peut donc pas utiliser d'application visuelle. Mais ce n'est pas la seule déficience possible. Imaginons que je me sois cassé le bras, eh bien je vais avoir une déficience temporaire du toucher. Et si une application me demande d'utiliser mes deux mains, eh bien je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Dernier exemple, imaginons que je sois barman dans une boîte de nuit, je vais avoir une déficience situationnelle de l'audition. Et imaginons qu'on ait un logiciel de caisse enregistreuse qui utilise des alertes sonores pour me prévenir de certaines choses, eh bien je ne pourrais pas les entendre. Et donc il y a un problème d'accessibilité dans ce cas-là. Maintenant, on va se demander au niveau des déficiences permanentes. Combien sont concernés? Selon l'Organisation mondiale de la santé, ça représente environ 600 millions de personnes, avec 253 millions de personnes présentant une déficience visuelle permanente et 360 millions présentant une déficience auditive permanente, soit environ une personne sur 10, ce qui est énorme. Si on regarde dans le public ici, de manière statistique et probabilité, il y en a forcément parmi vous. Où est-ce que j'en étais? Et donc une personne sur 10, 600 millions, ça fait, selon les dernières estimations, près de 2 à 3 fois plus que d'utilisateurs d'Internet Explorer. Et pourtant, souvent, on nous demande d'optimiser pour Internet Explorer plutôt que pour l'accessibilité, ce qui n'est pas logique. Maintenant qu'on comprend mieux ce que c'est une déficience et à quel point ça représente beaucoup de monde, on va réfléchir comment faire pour adapter au mieux nos applications à l'accessibilité. Pour ça, on va se tourner auprès de la référence de l'accessibilité, le WCAG. Le WCAG, c'est des guidelines mis en place par le WAI, Web Accessibility Initiative, qui est un sous-groupe du W3C, World Wide Web Consortium. Les WCAG, c'est un ensemble de règles qui vont permettre de définir le niveau d'accessibilité d'une application. Ça va du niveau A, le minimum requis, au triple A, le must au niveau accessibilité. Au niveau de ces règles, il y en a 78 réparties en 3 niveaux. Ça va du simple texte alternatif pour les images jusqu'à la longueur des timeouts pour les notifications et alertes. Et maintenant, donc, on voit qu'il y a un référentiel avec plein de règles. On va se poser la question, actuellement, quel est le niveau d'accessibilité du web? Et donc, on va se poser la question, à quel point sommes-nous nuls? À votre avis, quel est le pourcentage de sites ayant au moins une erreur WCAG? 90, 100, c'est pas mal. Eh bien la réponse c'est 97,4%, ce qui est énorme. Ce chiffre, il sort pas de nulle part, il sort d'un rapport fait par WebAIM,
qui est une organisation à but non lucratif américaine qui, tous les ans, analyse 1 million de sites internet et va évaluer leur accessibilité. On peut voir qu'il y a une baisse de 0,7 par rapport à l'année dernière, ce qui est intéressant, mais si on fait le calcul, ça veut dire qu'on sera à 0% dans 142 ans. Donc c'est un peu long. En plus de ça, les erreurs d'accessibilité qui sont découvertes par WebAIM sont seulement des erreurs découvertes de manière programmatique. C'est-à-dire qu'il y en a probablement d'autres que WebAIM ne peut pas voir, et donc on s'approche peut-être encore plus des 100% dans la réalité. WebAIM, toujours, dans son rapport, nous indique les erreurs les plus fréquentes. Et je vous en ai mis quelques-unes. La plus fréquente, à votre avis, c'est laquelle? Est-ce que vous avez une idée de quelle est l'erreur d'accessibilité la plus fréquente? C'est pas ça. Le contraste, exactement, monsieur. C'est sur 85,3% des sites internet, il y a un problème de contraste sur le site. Donc le problème de contraste, ça va être entre la couleur du texte et la couleur du fond. Je vais vous montrer un petit outil super bien pour régler ce souci. Il s'appelle aremycolorsaccessible.com. Ce site, il va vous indiquer au niveau de la couleur du texte et la couleur du background si ce couple de couleurs est accessible. On va faire un exemple. Imaginons que je mets du vert sur du bleu. Green. On est d'accord que c'est très illisible et il nous pose même la question, genre sérieusement on peut voir que ça fail sur tous les types de textes. Si on essaye cette fois-ci du vert sur du orange, peut-être que certains d'entre vous vont être capables de lire le texte, mais pourtant, ça va échouer tous les tests d'accessibilité pour le AA et AAA, parce qu'il y aura un contraste de seulement 2,6 sur 1. Si on essaye par exemple du bleu sur orange, excusez-moi, blue. Là, c'est intéressant, on commence à avoir plus de contraste, on a 4,35 sur 1, et ce site-là nous dit que c'est accessible seulement pour du texte en gras supérieur à 18 pixels ou du texte supérieur à 24 pixels. Mais c'est seulement du AA et pas le AAA, comme on avait vu, le must de l'accessibilité. On va faire un dernier exemple, cette fois-ci du noir sur du orange, AAA partout, vous avez un super couple de couleurs très accessible. Donc voilà pour l'erreur la plus commune. Deuxième erreur la plus commune, ça va être le texte alternatif manquant sur les images. En quoi c'est important? Beaucoup d'utilisateurs qui ont une déficience visuelle vont utiliser les sites internet avec un lecteur d'écran. Un lecteur d'écran, c'est quelque chose qui va lire le DOM, lire la page internet, le HTML, et qui va lire à haute voix ce qu'il se passe. Et donc, si vous avez une page internet comme ça, et là, alors que je m'y attendais le moins, je me retrouve face à face avec ça, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un tueur en série? Est-ce que c'est, je sais pas, un homme politique? Et le lecteur d'écran, il ne pourra pas vous le dire, parce qu'il voit seulement IMG 84032. Alors qu'en fait, c'était ça, mon chat en costume de dinosaure. Et si vous voulez partager ces choses-là avec vos utilisateurs, qui utilisent des lecteurs d'écran, c'est super simple. Vous avez seulement à rajouter un attribut alt et indiquer le texte qui correspond à la description de ce qu'il y a sur l'image. Et donc un lecteur d'écran va utiliser cet attribut pour lire et partager à l'utilisateur ce qu'il y avait. Troisième erreur la plus fréquente, les liens vides. Si on reprend les lecteurs d'écran, si vous voyez ce lien, est-ce que vous pouvez me dire à quoi correspond ce lien? Qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il vous emmène? Un lecteur d'écran va avoir aucune manière de vous le dire. Là, on a un petit peu de chance, on voit ah c'est /user, /1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va peut-être aller quelque part en lien avec un utilisateur, mais c'est pas suffisant. Et pour ça, il faut faire la même chose, rajouter un alt, soit sur l'image qui correspond au logo, soit vous pouvez mettre du texte donc à l'intérieur du lien, le plus classique, ou vous pouvez aussi mettre un aria-label directement sur le lien. J'en parlerai un peu plus tard. Et donc là, le lecteur d'écran peut indiquer à l'utilisateur qu'en cliquant sur ce lien, il ira sur la page de profil. Erreur suivante, les labels manquants sur les champs de formulaire. Donc ça, c'est important aussi. Si votre utilisateur, toujours avec un lecteur d'écran,
a un formulaire, il a besoin de savoir ce qu'il remplit. Et donc, il a besoin d'un label. Trois possibilités. Soit vous mettez le label pas forcément au même endroit que l'input et vous utilisez for égal avec le name de l'input. Soit vous englobez votre input avec un label. Et dernière possibilité, si votre designer vous dit vraiment je ne veux pas de label sur cette page, vous avez la possibilité d'ajouter aria-label qui permet d'indiquer à vos utilisateurs, toujours en utilisant des lecteurs d'écran, à quoi correspond ce champ. Encore une petite erreur, cette fois-ci, une de mes préférées, le langage sur le document manquant. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Google Translate et vous lui avez fait lire du texte en anglais, mais avec une voix française. Ça fait un accent horrible en essayant de lire des mots anglais. Eh bien, c'est à peu près la même chose qu'il se passe quand un lecteur d'écran, configuré en français, arrive sur une page et dont il ne connaît pas la langue. Imaginons qu'il arrive sur une page en anglais, il va essayer de lire cette page avec un accent anglais. Pour corriger ça, c'est le truc le plus simple. Sur votre balise HTML, vous précisez la langue de votre page. Et ainsi, le lecteur d'écran va pouvoir voir que c'est une autre langue et va pouvoir soit prévenir l'utilisateur, attention, c'est une langue, peut-être que tu la connais pas, donc est-ce que tu veux vraiment le lire, ou alors il va switcher sur cette nouvelle langue pour la lire avec le bon accent. Dernière petite erreur, empty buttons, c'est à peu près la même chose que empty links. Et donc là-dessus, la solution, c'est d'ajouter soit un title, soit un aria-label. Donc voilà pour les erreurs les plus communes. Le WebAIM, excusez-moi, WebAIM indique que si on corrigeait déjà ces 6 erreurs les plus communes, comme je vous ai montré, ultra faciles à corriger, ça améliorerait de manière considérable l'accessibilité dans le web. Parce que ça représente des erreurs qui sont présentes entre 85 à 25% entre 85 et 25% des sites internet. Et donc, en faisant ça, vous améliorez énormément l'accessibilité de votre site internet. Maintenant que je vous ai montré donc les problèmes d'accessibilité, on va se poser la question comment faire pour avoir un beau site internet bien accessible. Vous allez me dire aussi, il y a 78 règles WCAG, j'ai pas forcément le temps de toutes les vérifier une à une durant tout le processus de développement. Et donc c'est pour ça que je vais vous montrer 3 outils qui vont vous permettre de facilement, durant votre développement, vous assurer que vous respectez ces 78 règles. Pour démarrer, on va voir ESLint Accessibility Plugins. Donc je ne sais pas si vous connaissez ESLint. Il s'agit d'un analyseur statique de code qui va vous trouver certaines erreurs dans votre code sans même l'exécuter. Il va vous dire par exemple, tiens, tu as oublié un point-virgule, ce serait bien de les mettre partout. Ou alors tu utilises le mot-clé var alors que tu dois utiliser le const, etc. etc. Eh bien, il y a aussi des règles qui permettent de vérifier certaines règles WCAG. Par exemple, vérifier qu'on met toujours un texte alternatif sur des images, vérifier qu'on met toujours l'attribut lang sur votre balise HTML, etc., etc., etc. Il y en a pas mal. Et encore une fois, vous allez me dire, oh là là, il y a beaucoup de règles, je vais m'y perdre. Heureusement, il existe des plugins pour la plupart des frameworks connus. Par exemple, ESLint plugin JSX Accessibility pour ceux d'entre vous qui utilisent React. La même chose pour ceux d'entre vous qui utilisent Vue, vous trouverez ESLint plugin Vue Accessibility, etc., etc. pour la plupart des frameworks. Donc, en utilisant déjà ces plugins ESLint, vous allez pouvoir, pendant le développement de votre code, avoir un petit liseré rouge qui vous dit « Attention, tu as oublié quelque chose ». Donc, vous allez vous enlever de la charge mentale sur la vérification de l'accessibilité. Deuxième outil que je vais vous présenter cette fois-ci, ça va être Microsoft Accessibility Insights. Microsoft Accessibility Insights, c'est une extension navigateur créée par Microsoft qui va faire des choses super intéressantes. Premièrement, il va vous faire un audit de votre site internet et vous trouvez les erreurs les plus communes en moins de 5 minutes. Il est aussi possible de vérifier chacune des 78 règles des WCAG 2.1. C'est la dernière version, les 2.1, la 2.2 arrive bientôt. En plus de ça, Microsoft, comme c'est le cas depuis quelques années, ils ont open sourcé leur navigateur pour partager avec la communauté là-dessus. Et donc je vais vous en faire une petite démo. Et on va prendre au hasard le site du Devoxx. J'espère qu'ils me réinviteront l'année prochaine. On va donc
sélectionner l'extension et faire un fast pass. Ce fast pass, c'est donc quelque chose qui, en moins de 5 minutes, vous trouve les erreurs d'accessibilité les plus fréquentes. Et il en a trouvé 16. 16 erreurs d'accessibilité. Et là où ça va être intéressant, c'est que si je reviens sur le site, il nous a encadré en rouge, en liseré rouge, les endroits où il y a un problème d'accessibilité. Si je clique par exemple sur celui-là, il va me dire « Ah, il y a un souci de contraste, le plus fréquent, entre le texte exposant et sponsor et le fond qui est en blanc. » Et en plus de ça, il va même nous dire une proposition, essaye de mettre en dièse AA 6102, ça permettra d'avoir un contraste de 4,75. Voici un exemple. Deuxième exemple, Devox France ici, le lien, il n'y a pas de texte, ce qui veut dire qu'un lecteur d'écran est incapable de savoir à quoi correspond ce lien. Nous, on le sait facilement, les personnes qui n'ont pas de déficience visuelle le savent facilement, parce que c'est un gros lien avec écrit Devox France en haut à gauche. Mais un lecteur d'écran, il est incapable de le savoir. Donc ça, c'est le fast pass. Il y a une deuxième chose intéressante, c'est le tab stop. Le tab stop, je vais le présenter non pas sur le site du Devox, parce que c'est plutôt bien là-dessus, mais sur le site du Palais des Congrès. Donc là, il trouve aussi quelques erreurs. Et on va activer le tab stop. Tab stop, à quoi ça correspond? Beaucoup d'utilisateurs utilisent la touche tabulation de leur clavier pour se balader d'action en action sur un site internet. Ça va permettre d'aller par exemple se balader en fait entre les pages, etc. Et donc de la même manière que pour une personne qui n'a pas de déficience visuelle, c'est important d'avoir le contenu de la page l'un en dessous de l'autre avec le menu en haut, etc. Il est important pour l'utilisateur qui utilise la touche tabulation de parcourir la page d'action en action de manière logique. Et donc, avec Tab Stop, on va pouvoir regarder. Hop. Excusez-moi, je relance ceci. Et on va pouvoir en fait utiliser la touche tabulation et il va nous indiquer le chemin parcouru en allant de tabulation en tabulation. C'est ce que vous pouvez voir en haut. Il va de bouton en bouton. Et on peut ainsi voir le chemin parcouru par un utilisateur qui utilise la touche tabulation. Donc là-dessus, on est sur un chemin plutôt logique. On va voir tous les menus. Hop. On arrive sur la fin. Et au bout d'un moment, on aura fait le tour complet. Mais alors du coup, est-ce que vous voyez un problème dans ce chemin? Exactement. Il manque un endroit, c'est les deux boutons tout en haut à droite qui correspondent au choix de langue du site. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui ne peut pas utiliser sa souris, qui utilise seulement la touche tabulation, est incapable, sur ce site, de changer de langue. Ce qui est pourtant quelque chose de très important parce que ça peut être quelqu'un qui ne parle pas français et qui veut accéder à la version anglaise du site, eh bien il ne pourra pas en utilisant seulement la touche tabulation. Et donc ce tab stop par l'extension est très utile pour se rendre compte de ces problèmes. Et dernière chose qui peut être intéressant avec cette extension, encore une fois, ça va être l'assessment qui va vous permettre de vérifier chacune des 78 règles du WCAG. Et s'il ne peut pas le faire de manière automatique, il va vous expliquer, pas par pas, comment vous-même faire l'audit de votre site internet et indiquer si ça passe ou ça fail le test. Et donc c'est vraiment un outil d'audit très complet. Deuxième outil que je vais vous présenter. Troisième outil que je vais vous présenter. Lighthouse. Lighthouse, c'est à la base une extension navigateur qui a ensuite été intégrée directement dans les DevTools de Chrome.
Cette extension, elle est très intéressante parce que, en plus donc déjà de faire l'accessibilité, ça va faire un audit de votre site internet au niveau performance, best practice, SEO et même Progressive Web App. Et ça va donner pour chacun de ces catégories un score de 0 à 100, 100 étant bien évidemment le meilleur. Souvent, on va voir des sites internet qui ressemblent à ça, c'est-à-dire que c'est des sites où on a mis le SEO au max pour que les gens viennent, mais après, une fois qu'ils sont dessus, performance, accessibilité, on s'en fiche un petit peu. Le but, donc, étant d'être au max partout. Où est-ce que j'en étais ? Et là où ça va être intéressant avec Lighthouse, c'est qu'ils ont aussi open sourcé leur moteur, et on va pouvoir installer Lighthouse et le lancer de manière scriptée pour vérifier régulièrement, faire un audit régulier de votre site internet. Et donc je vais vous en faire une petite démo. Si on reprend, encore une fois, totalement au hasard, le site du Devoxx. Je vais pouvoir, après avoir installé l'outil, Lighthouse, ici, je vais lui demander seulement l'accessibilité, c'est ce qui nous intéresse ici. Et je vais lui demander de m'afficher le rapport par la suite. Évidemment. Merci beaucoup. Hop. Light. Yes. Voilà. Et donc là, il va lancer un navigateur Chrome. Il va faire 2-3 tests. Et après quelques secondes, il m'affiche le rapport. Et donc, l'accessibilité du Devoxx est quand même pas si mal. Il y a quelques erreurs de contraste, il y a quelques erreurs sur les liens, mais il y a un score d'accessibilité donné par cet outil de 93, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, je vous ai montré la manière scriptée. Si vous voulez faire un test simplement dans les DevTools, c'est à peu près la même manière. Vous ouvrez les DevTools, on va le mettre en bas. Vous allez ici, donc il y a console, éléments, network, etc. Et vous aurez un petit onglet Lighthouse. Je vais demander l'accessibilité sur desktop et ça va me générer un rapport. Donc la possibilité, ce qui est intéressant avec Lighthouse, c'est qu'il peut faire soit un audit mobile, soit un audit desktop. Quand je l'ai fait en ligne de commande, par défaut c'était mobile, cette fois-ci je lui demande un audit desktop et parfois on va avoir quelques petites différences au niveau des scores. Évidemment, il y a l'effet démo qui fait que ça prend beaucoup plus de temps que ça ne devrait. Et voilà. Et donc, on a un score d'accessibilité, cette fois-ci de 90. C'est-à-dire que, pour une raison que j'ignore, peut-être qu'il y a certains liens qui s'affichent sur mobile et pas sur desktop, l'accessibilité sur desktop est légèrement moins bonne que sur mobile. Et on retrouve à peu près les mêmes erreurs, il nous indique où elles sont et même parfois comment les corriger. Et dernière chose intéressante avec Lighthouse, ça va être Lighthouse CI, qui est un outil open sourcé pour GitHub Action, si certains d'entre vous l'utilisent, qui va en fait exécuter un audit Lighthouse directement sur vos pull requests, sur vos commits, et va même vous faire des rapports d'évolution de vos branches pour voir comment ça évolue. Et il est même possible de faire fail vos actions pour si vous descendez en dessous d'un certain seuil. Ça vous permet d'ainsi de vérifier que sur votre branche principale, vous ayez toujours un certain seuil d'accessibilité. Voilà pour Lighthouse. Donc je vous ai montré 3 outils qui sont bien sympas, mais j'imagine que comme moi, vous vous dites, bon c'est sympa les outils, mais ça manque un petit peu de code dans cette présentation. Donc maintenant, je vais vous montrer 3 API qui sont des API HTML et JavaScript que vous pouvez utiliser dans certaines de vos applications si ça s'y prête bien. Et la première que je vais vous montrer, ça va être la Speech Recognition API. Cette API,
Cette API, comme son nom l'indique, c'est une API qui va permettre de retranscrire les phrases que j'énonce dans le micro. Et vous l'aurez peut-être compris, c'est ce que j'utilise dans ce talk pour avoir une accessibilité aux personnes possédant des déficiences auditives. Voilà comment elle fonctionne. Premièrement, vous instanciez la classe Speech Recognition. Deuxièmement, vous lui donnez des options. Ici, j'ai indiqué l'option que je parle en français, que je veux qu'il y ait une écoute continue, c'est-à-dire pas seulement un mot ou une phrase, et que je veux récupérer les résultats intermédiaires. Ces résultats intermédiaires, c'est ce que vous voyez parfois en bas de ce talk, avec parfois des mots qui n'ont rien à voir, et plus je parle, plus il comprend ce que je voulais dire, et il se corrige pour indiquer, la plupart du temps, les bons mots. Troisième chose, les bonbons, évidemment. Troisième chose, on va rajouter un callback pour récupérer ces résultats. Sur cet événement, on va avoir pas mal d'informations, notamment donc, le texte qu'il pense que j'ai dit, des alternatives, il va donner le niveau de confiance qu'il a dans ce que j'ai dit, etc. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de récupérer le texte. Et c'est ce que je fais avec un console log. Et dernière chose à faire, simplement appeler la méthode start. Et c'est parti, on a utilisé l'API Speech Recognition dans mon application. Au niveau de la compatibilité navigateur, selon caniuse.com, il y a 82% de compatibilité, ce qui est pas mal, notamment parce que c'est Chrome et Safari. Firefox possède cette API derrière un feature flag, mais j'espère qu'une fois qu'il n'y aura plus ce feature flag, on atteindra les 90-95% de compatibilité. API suivante, la Speech Synthesis API. Cette API permet d'utiliser une voix de synthèse pour énoncer du texte. Un autre nom utilisé pour ce genre de fonctionnalité, ça va être le text-to-speech. Mais pour changer, ce ne sera pas moi qui vais vous parler de cette API, ce sera Thomas. Moi, c'est Thomas. Et je suis une voix synthétique associée à l'API. Il existe d'autres voix comme la mienne. Et je vais vous expliquer comment les utiliser grâce à l'API Speech Synthesis. Tout d'abord, il faut récupérer la liste des voix disponibles avec GetVoice. Puis, on sélectionne la voix qui nous convient. Ensuite, il faut créer une nouvelle instance de Speech Synthesis Utterance. On lui donne en paramètre le texte. On lui assigne ensuite la voix choisie et optionnellement le ton et la vitesse de la voix. Enfin, il nous reste à donner notre instance de Speech Synthesis Utterance à l'API Speech Synthesis, avec la méthode speak. Et voilà. Cette API est disponible sur la majorité des navigateurs web. Sauf Internet Explorer bien sûr. Merci de m'avoir écouté, je vais maintenant laisser Thibaut continuer sa présentation. Merci Thomas. Et donc je vais passer à la dernière API que je vais vous présenter, HTML Video Subtitles. Donc c'est les sous-titres sur les vidéos HTML5. Quand on parle de sous-titres, on pense souvent aux sous-titres pour les séries et films qu'on regarde en anglais ou dans d'autres langues qui n'est pas notre langue maternelle. Et pourtant, ce n'est pas leur seule utilité. Si on revient sur les différents types de déficiences dont je vous ai parlé au début, il y avait donc un cas qu'on peut régulièrement rencontrer, c'est le cas des déficiences auditives situationnelles. Par exemple, vous êtes dans le métro et vous avez oublié vos écouteurs. Et bien dans ces cas-là, vous avez une déficience auditive temporaire, situationnelle, excusez-moi. Et avoir des sous-titres dans ces cas-là, c'est quand même très utile. Pour ce talk, je vais prendre l'exemple d'une vidéo tirée du film Syntel, qui est un open movie créé par la Blender Foundation. Voilà comment on met des sous-titres sur une vidéo. Déjà, la balise vidéo HTML. Je lui ajoute les sources, petite vidéo en .mp4.webm. Et maintenant, je vais lui ajouter les sous-titres, avec 3 balises track, qui vont être en français, en anglais, en allemand. Et je vais lui donner en source les fichiers VTT, qui sont donc des fichiers au format web VTT, qui correspond plus ou moins à ça. Qui correspond carrément à ça, excusez-moi. Chaque phrase va être numérotée
On va indiquer quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle finit, et on va voir son contenu. Et voilà ce que ça donne en cas réel. Donc voici une petite vidéo, les 2 premières minutes du film, qui n'a pas de son, car rappelez-vous, vous êtes dans le métro, vous ne pouvez pas écouter, et vous voulez quand même suivre ce qu'il se passe dans ce film. Bien là, vous allez avoir les sous-titres. Et toujours dans cette balise HTML5, c'est-à-dire sans librairie JavaScript, sans player Flash, si ça existe encore. Et vous aurez la possibilité de changer pour une autre langue, si vous le souhaitez. Hop. Et pas mal de choses. Et en plus de ça, on a aussi possibilité, vu que c'est du HTML, de le styler assez facilement. Par exemple, je vais décider de changer la couleur du texte en jaune. Et tout ça, je peux le faire car, encore une fois, c'est une API native de HTML. Il y a aussi possibilité de faire pas mal d'autres choses, notamment si on revient sur ici, vous pouvez mettre des balises dans le texte pour, par exemple, une balise B, pour mettre votre texte en gras, pour le mettre en italique, etc. Car vous allez pouvoir styliser assez facilement le contenu de vos sous-titres. Et donc, on arrive sur la conclusion de ce talk. En conclusion, j'aimerais que vous vous souveniez de 3 choses. Premièrement, l'accessibilité, ça ne s'invente pas. On ne peut pas dire juste ah, mets le texte en plus gros, un bouton plus gros, etc. L'accessibilité, c'est important de suivre les standards, notamment le WCAG et son équivalent français, le RGAA, si je ne me trompe pas. Deuxième chose, je vais vous parler d'un point de vue un peu légal. Depuis quelques années, en Europe et depuis encore plus longtemps en France, il y a une obligation pour tous les sites publics en France et pour les sites internet des entreprises de plus de 250 millions de chiffres d'affaires d'avoir un site accessible AA. C'est obligé. Si vous ne le faites pas, vous avez une amende. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça s'est fait ces dernières années pour l'Union européenne. L'Europe, la France était assez précurseur dans le domaine, et je pense que, après c'est mon avis personnel, mais que d'ici quelques années, le seuil des 250 millions de chiffre d'affaires pour les entreprises privées va descendre 200 millions, 150 millions, etc., pour avoir toujours plus d'accessibilité au plus grand nombre. Donc c'est important de s'y mettre le plus tôt possible. Et dernière chose, surtout un truc qu'on voit souvent mais qu'il ne faut pas faire, c'est dire que l'accessibilité, c'est le dernier truc qu'on fait avant la mise en prod. Il ne faut surtout pas faire ça. Pourquoi? Parce que au moment de mettre en prod, il y a quelqu'un qui dit hey, vous avez pensé à l'accessibilité? Vous allez regarder, faire un petit audit, et là vous voyez qu'il y a des erreurs partout, et vous vous dites trop tard. L'accessibilité, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le début. C'est-à-dire que quand vous êtes en phase de réflexion de votre application, quand vous êtes en phase de design de votre application, quand vous êtes en phase de prototypage, etc., etc., tout au long du cycle de développement de vos applications, il faut penser accessibilité. Et grâce aux outils que je vous ai montrés, ESLint et notamment Lighthouse, vous pouvez l'inclure dans vos développements pour vous assurer que vous restez toujours avec un seuil minimal d'accessibilité pour vos applications. Et de temps en temps, faire un petit audit complet pour vérifier que tout se passe bien. Voilà pour moi. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Très bien, je vais répéter pour que tout le monde entende. Donc, tu t'étonnes que dans les erreurs les plus fréquentes, il n'y a pas la taille des polices. En fait, ça y est, et c'est même l'erreur principale, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que c'est une erreur non pas de taille de police, mais de contraste. Comme on l'a vu
are my color accessibles? Si je reviens au bon endroit, c'est là. En fonction du contraste de la couleur de fond et de la couleur du texte, ça va parfois être accessible pour tout ce qui est au-dessus de 18 pixels et pas accessible en dessous de 18 pixels. Et donc, ce n'est pas un combo seulement de couleur de texte, couleur de fond, c'est un combo couleur de texte, couleur de fond et taille de texte. Et donc, tu peux avoir un texte énorme, comme on l'a vu, je crois, quand je mettais ici. Là, le nope qu'on voit en haut, il est énorme, mais il n'est pas accessible, parce que le contraste est trop peu important. Et donc, c'est en fait une manière décalée de dire la taille du texte, effectivement, c'est important, mais c'est important avec le contraste. On est d'accord. Et là, sur ce site-là, effectivement, ça fait seulement... alors, je vais mettre white. Ça teste seulement small text, donc là, ça doit être 14 pixels, quelque chose comme ça. Et effectivement, c'est ça. En fait, si on... hop, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Au niveau du petit texte, l'exigence de contraste est de 4,5 pour le double A et 7 pour le triple A. Tandis que l'exigence pour le texte supérieur à 24 pixels va être une exigence de 3.0 de contraste pour le double A et 4,5 sur le triple A. Et donc, l'exigence de contraste change en fonction de la taille du texte. Et donc, effectivement, tu peux avoir du noir sur blanc, mais si c'est en dessous de 11 pixels, ça ne va pas le faire. Parce que l'exigence, elle sera tellement énorme que finalement, même du noir sur blanc, ça ne fonctionnera pas. Donc tu vois ce que je veux dire? Une autre question là-bas, oui. Oui. Alors si je répète ta question, tu me poses la question des extensions qui existent, qui permettent de donner des informations au site internet pour leur dire j'ai besoin de telle accessibilité. D'accord, donc tu me poses la question de justement extensions qui changent à la volée les sites internet pour avoir plus de contraste, avoir du texte plus gros, etc. Euh, eh bien, la métaphore que je pourrais trouver, c'est certains. Comment dire? Je réfléchis. Euh, Globalement, c'est un pansement. C'est un pansement parce que effectivement, ça va mettre en plus gros, ça va mettre des meilleurs contrastes, mais le site internet n'a pas forcément été prévu pour ça, et donc ça peut casser des fonctionnalités du site internet. Et donc oui, le texte sera plus gros, oui, il y aura plus de contraste, mais si des fonctionnalités sont cassées à cause de ça, c'est-à-dire que le site, il est pas fonctionnel. Et du coup, s'il avait été pensé avant la mise en production pour cette accessibilité, il aurait été prévu pour que si justement il y a un besoin de plus de contraste, s'il y a un besoin de texte plus gros, etc., il reste fonctionnel. C'est ça qui est important. Ce qu'il faut voir avec l'accessibilité, c'est que souvent on va penser ah mais l'accessibilité c'est une version dégradée du site internet. C'est déjà très dégradant pour des personnes qui possèdent des déficiences visuelles et auditives. Il faut vraiment penser que l'accessibilité, ça reste 100% fonctionnel. Exactement, donc si je répète pour que ça entende bien, le fait que justement, comme je l'ai dit à la fin, l'accessibilité, ça doit être pensé tout au long du cycle de développement. Après, la façon dont vous le mettez en place dans vos entreprises, bon, bah, ça, à la limite, c'est votre façon de faire. Tu m'as parlé donc du fait qu'il y a un groupe qui, dès le début, réfléchisse à l'accessibilité du site internet.
Pourquoi pas. Après, à mon avis, c'est aussi important de responsabiliser les développeurs, que ce soit pas juste un petit groupe qui pense à l'accessibilité et qui viennent voir les développeurs régulièrement leur dire «Eh, t'as pensé à ça?» Non, ça doit aussi venir des développeurs, justement avec la mise en place d'outils dans l'intégration continue, etc., pour s'assurer que l'accessibilité est bien prise en compte. Voilà. Oui, oui. Mm. Effectivement, euh, effectivement, quand on revient sur le standard WCAG, il y a trois niveaux qu'on a vus, le A, le double A, le triple A, et qui sont des niveaux justement qui conviennent pour certaines déficiences visuelles et auditives et plus ou moins en fait. Effectivement, certaines personnes ont un besoin seulement de A et d'autres ont un besoin de triple A sur les sites internet. Après, c'est soit un site internet possède une version avec option pour augmenter l'accessibilité, c'est possible, soit il est possible, je trouve, mais c'est mon avis personnel, qu'un site peut facilement atteindre le double A de manière, sans avoir un besoin d'option pour augmenter l'accessibilité. Et après pour le triple A, c'est pas une exigence légale, comme je vous ai parlé, c'est seulement le double A qui est demandé. Le triple A, effectivement, ça devient assez compliqué, le triple A, pour des sites internet qui ont beaucoup de fonctionnalités. Et parfois, effectivement, il y a un besoin d'avoir l'option pour arriver au triple A. Voilà. Il reste 3 minutes. Une dernière question? Oui. Alors, donc la question c'est est-ce qu'il y a des outils qui font la même chose sur des applis mobiles? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Voilà, c'est la première réponse. Au niveau de Microsoft Accessibility Insights, je vous ai parlé de la version extension. Si je ne me trompe pas, il y a aussi une version logicielle qui, je pense, fait aussi pour les applications mobiles, mais c'est à vérifier, je ne suis vraiment pas sûr. Et dans tous les cas, donc là c'était vraiment tourné web, je suis quasi persuadé qu'il existe des outils aussi pour le mobile et pour d'autres types d'applications. Mais je ne les connais pas. Oui, oui, oui. Effectivement. Donc si je répète, tu me poses la question d'un point de vue européen, le fait qu'il y ait la loi, mais que pour autant certains ne respectent pas la loi, eh bien c'est plus ou moins la même chose avec le RGPD. Il y a encore plein d'entreprises qui ne respectent pas le RGPD, mais tant qu'il n'y a pas de sanctions, des grosses sanctions qui s'appliquent, beaucoup en fait mettent ça de côté. Mais j'ai espoir que de plus en plus il y ait des sanctions justement contre des institutions publiques, contre des entreprises privées de plus de 250 millions de chiffres d'affaires, et qui en fait permettent de forcer ces institutions, ces entreprises à penser l'accessibilité pas comme le truc à cocher sur un formulaire, mais vraiment comme une part importante du développement d'applications. Mais évidemment, ça prend du temps. Alors, effectivement, là c'est la partie web. Après, ça s'applique aux sites web mobiles. La différence entre application mobile, application web mobile devient de plus en plus fine. Euh, quand tu dis vendre du logiciel, tu parles de qui? Mhm.
ça parle des sites et applications des entreprises, effectivement, de plus de 250 millions de chiffre d'affaires. Des applications web. Oui, c'est-à-dire que si, par exemple, alors je connais, j'ai pas de tête, mais imaginons qu'il y a une application, il y a une entreprise de plus de 250 millions d'euros de chiffre, Google, voilà, très bien, très bon exemple. Eh bien, toutes les applications de Google, Gmail, Drive, Google en eux-mêmes, tout ça, tout cela doivent être accessibles. C'est la loi. Après, si tu parles plus d'un éditeur logiciel qui vend des logiciels, mais pas sous leur marque, mais par exemple une ESN qui va vendre à une autre entreprise un logiciel, en fait, ça va être le logiciel de l'autre entreprise. Parce qu'elle a développé le logiciel, mais c'est l'autre qui la possède, en quelque sorte. Et donc, c'est en fonction de si cette entreprise-là est plus de 250 millions de chiffre d'affaires que la loi s'applique. J'espère que j'ai été clair. Ah, mais ça compte. Ça s'applique aussi. Voilà. Excusez-moi, le débat est très intéressant, mais on vient de dépasser le temps alloué, et donc je vous remercie encore une fois d'être venu à cette présentation.